Pour commencer mon propos, peut-être en introduction, peut-être s'interroger sur qu'est-ce qu'on entend par rite républicain, puisque c'est le titre de la conférence. Et le terme, l'expression de rite républicain ou de rite politique, finalement, quand on regarde dans la littérature, ça fait un peu écho à ce qui vient d'être dit, ne va pas de soi. Ou en tout cas, quand on regarde dans la discipline dont je viens, la science politique, eh bien, quand on cherche justement des écrits sur les rites politiques, on voit que c'est quelquefois un objet qui est plutôt anecdotique, voire quelquefois insaisissable dans les écrits. Je cite pour exemple une remarque que Claude Rivière, qui est un anthropologue et qui du coup regardait l'autre discipline qu'est la science politique, lui venant de l'anthropologie, qui déjà dans les années 90 soulignait que, je le cite, la science politique a quasiment négligé le problème de la ritualisation du politique, sans doute parce qu'elle l'estimait non essentielle à la compréhension de son objet. Alors, quand on regarde plus précisément cette question de la ritualisation du politique, en effet, elle est largement absente jusque dans les années 2000 de la science politique. On va la trouver plutôt du côté de l'anthropologie politique. Largement absente, il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de regarder par exemple les manuels universitaires ou les ouvrages de vulgarisation de la science politique qui taisent complètement cette question des rituels, des rites politiques. Et alors après, sans m'avancer dans des explications sur cette absence, on peut peut-être faire référence notamment à tout un courant de la sociologie qui, à la fin des années 70, et la science politique a connu un tournant sociologique dans les années 80 justement, qui, sous l'influence notamment des thèses de Max Weber, un des pères fondateurs de la sociologie, qui parlait du désenchantement justement des sociétés modernes, aurait perdu de vue la question justement des pratiques rituelles dans nos sociétés modernes, post-industrielles, à partir de la fin des années 70. C'est un paradoxe que la science politique, finalement, s'intéresse peu à cette question, ou plus généralement les sciences humaines et sociales s'intéressent peu à cette question de la ritualisation du politique. Paradoxe parce que déjà, si on regarde les écrits, notamment du côté de l'histoire, qui nous renseignent sur d'autres époques, on voit bien que les pratiques rituelles du politique sont importantes. Il suffit de regarder du côté de la période révolutionnaire. Je pense à des auteurs comme Mona Ozouf, par exemple, qui ont montré ô combien les fêtes révolutionnaires étaient développées sous la Révolution française. Un peu plus tard, sous la Troisième République, on pourrait évoquer les travaux, par exemple, de quelqu'un comme Olivier Hill, qui, s'inspirant de Mona Ozouf, a cherché à regarder du côté de la fête républicaine sous la Troisième République et montre combien ces pratiques rituelles sont vivaces et sont foisonnantes. Je ne mentionnerai pas les travaux d'historiens dans la lignée de Mona Ozouf, de Maurice Agulon, Pierre Nora, Serge Bernstein, qui dans les années 80, eux aussi ont montré qu'il y avait des éléments à chercher quand même du côté des pratiques rituelles, mais tout cela, malgré tout, est resté finalement ancré dans une discipline, et le reste des sciences humaines et sociales s'est largement désintéressé de cette question. Comme je disais, finalement, c'est du côté de l'anthropologie politique qu'on va trouver des éléments qui nous renseignent sur ces rites politiques. Je vous cite un extrait d'un article publié par un de ces anthropologues du politique et des anthropologues du politique contemporain, à savoir Marc Abélès, qui, à la fin des années 1980, il suivait notamment l'agenda d'un député et il commentait, je vous lis un extrait, il suffit donc de consacrer l'agenda, d'étudier l'agenda de l'un de nos députés pendant les 3 journées qu'il consacre généralement en fin de semaine à sa circonscription. Il est rare qu'il n'y ait pas une inauguration effectuée dans l'une des communes de son territoire. Dans une autre, il va devoir participer à une commémoration. Ailleurs, il serait bon qu'il assiste à l'anniversaire du centenaire local. Dans un autre canton, on l'attend pour le vin d'honneur qui va clore la réunion du syndicat intercommunal. Ce n'est pas terminé. La finale des championnats de football des juniors a lieu ce dimanche. Il serait de très mauvais goût pour un élu d'être totalement absent en cette circonstance. Il lui faut au moins se présenter pour remettre la coupe et à l'occasion célébrer les vertus de la jeunesse. On voit du côté des anthropologues de politique une possibilité quand même déjà, un regard porté et des écrits qui nous renseignent, mais encore insuffisamment, sur ces pratiques rituelles du politique. En fait, une évolution a vu le jour il y a à peu près une décennie en sciences politiques, et c'est dans une sous-discipline de la science politique, celle qu'on appelle la sociologie historique du politique, c'est-à-dire ces politistes qui cherchent à s'intéresser aux contemporains tout en l'ancrant dans l'histoire et en cherchant à regarder sur une période plus longue que la seule période contemporaine, qu'on va trouver des travaux qui se renouvellent très récemment, depuis le milieu des années 2000 jusqu'à nos jours, et qui vont nous renseigner sur justement le foisonnement des pratiques rituelles du politique.
je ne peux pas être exhaustif, mais on va trouver des travaux sur les manifestations, les banquets, sur les congrès partisans, les meetings, l'acte de vote. L'acte de vote appréhendé comme au prisme du rituel électoral. La question des remises de distinctions honorifiques, les cérémonies de naturalisation, les exécutions capitales également, la question aussi des voyages officiels, des bains de foule des présidents, des commémorations, des funérailles. Il y a tout un ensemble de travaux qui ont commencé à montrer depuis quelques années maintenant que cette question du rituel politique mériterait d'être davantage appréhendée, de ne pas être seulement laissée à la question des anthropologues qui le voient seulement au prisme de cette question de la mise en scène du pouvoir, mais qui ne vont pas plus loin que cette question de la mise en scène du pouvoir, et de voir qu'en fait, le politique est surchargé de pratiques rituelles. Si je fais référence pour ma maigre contribution aux travaux que j'ai pu moi mener de mon côté, si je regarde du côté de la seule institution municipale, la mairie, eh bien, quand on regarde du côté de la mairie, et notamment pour ma part, il y a un type de rite en particulier qui m'a intéressé, c'est ceux qu'on appelle les rites d'institution. Alors, institution n'est pas à comprendre ici dans le sens commun de l'institution municipale, l'institution préfectorale, etc., mais institution dans le sens dynamique du terme, le fait d'instituer quelque chose. Des rites qui instituent, c'est une notion qu'on doit notamment à Pierre Bourdieu, qui en fait reprend les travaux de Arnold van Gennep, qui est un ethnologue qui au début du siècle avait développé la notion de rite de passage. On la connaît souvent sous la notion de rite de passage, et Bourdieu, en gros, essaie de la reformuler en des termes sociologiques et parle de rite d'institution. En gros, ces rites, donc, qui institue quelqu'un dans un statut et qui lui assigne le rôle qui est associé à ce statut. Pour le dire plus précisément, ça va être la cérémonie de naturalisation qui fait de l'étranger un Français. Mais c'est aussi le mariage civil qui fait de deux célibataires des époux. Eh bien, si on regarde du seul côté de l'institution municipale et juste ce seul type de rite, donc sans oublier évidemment que c'est un type de rite parmi d'autres rites politiques, et bien rien que là, on va trouver une diversité de rites politiques au niveau de la période contemporaine, mais pas seulement contemporaine. À la fois des rites autour de la parenté, qui assignent des statuts liés à la parenté, c'est évidemment le mariage civil, c'est la question du baptême civil ou baptême républicain, qui va faire généralement d'un homme et d'une femme le parrain et la marraine d'un enfant, c'est la question des anniversaires de mariage, des couples qui repassent justement à la mairie pour célébrer leur anniversaire de mariage. C'est la fête des mères aussi. C'est la question qui, on l'a oublié, est une fête municipale à la base avant d'être cette fête familiale et privée et commerciale qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi les rosières, les catherinettes qui ont été étroitement associées, en particulier les rosières, à l'institution municipale jusque dans les années 80 à peu près. Et puis si on continue dans cette idée que ce serait en quelque sorte des rites politiques qui marquent le cycle de vie, de la naissance à la mort, quelques tentatives du côté de municipalités, de funérailles civiles, ou bien aussi de rites de sortie de l'adolescence. Et on peut, par exemple, penser notamment sur un volet plus de citoyenneté, les rites de conscription qui étaient également associés aux municipalités. Rien que ça, seulement l'institution municipale, seulement les rites d'institution et seulement les statuts liés à la parenté, on voit déjà tout un ensemble de rites. Je pourrais continuer et évoquer tout un ensemble de rites d'institutions municipaux, donc de nouveau une focale resserrée, avec des statuts liés à la citoyenneté. C'est la question des cérémonies de naturalisation, par exemple, qui se sont développées ces dernières années, qui sont des cérémonies à la base préfectorales, mais que des mairies se mettent également à célébrer. C'est les rites de conscription, c'est les cérémonies dites de citoyenneté, dont on entend peu parler, mais qui existent depuis 2007 et qui consistent à remettre aux jeunes qui ont accédé à la majorité civile l'année précédente leur carte d'électeur au cours d'une cérémonie. C'est aussi tout autour de la citoyenneté, les mairies qui célèbrent par exemple des rites de citoyens d'honneur. Et puis, je pourrais dans ce cas-là évoquer tous ces rites qui consistent, au plan local, à remettre ou bien des distinctions honorifiques nationales, ou bien des distinctions honorifiques municipales que les mairies ont elles-mêmes créées. Donc, sans rentrer dans tous ces détails, on voit bien un foisonnement des rites politiques. Malgré l'évolution que connaît la science politique depuis quelques années, qui commence maintenant à voir, tant bien que mal, à saisir quelques pratiques, etc. J'ai évoqué notamment ce courant du côté de la sociologie historique du politique. On voit que c'est un objet qui reste malgré tout difficilement saisissable. Difficilement saisissable déjà si on regarde la question de comment le nommer, comment le labelliser. On voit que dans la littérature, il n'y a pas de consensus. Claude Rivière, l'anthropologue que je mentionnais un peu plus tôt, va parler de rite profane. On va trouver aussi les notions de rite séculier, de rite laïque, de rite civique, de rite politique. Donc déjà, on voit bien, rien qu'au niveau du label, on n'a pas consensus dans la discipline.
Et puis aussi, la simple notion de rite, comment on la définit? Avant même, je vous parlais de la labellisation, mais comment on définit le rite? Et là, déjà, rite ou rituel? Et là, on voit déjà dans la littérature des acceptions différentes. Et souvent, la littérature en anthropologie s'accorde pour dire, en gros, que le rite, le rituel est un ensemble de rites. C'est-à-dire, par exemple, le mariage est un rituel qui comprend différents rites, la cérémonie civile, éventuellement la cérémonie religieuse, ou pour prendre un autre exemple, l'investiture d'un président de la République est un rituel qui va comprendre plusieurs rites. Il y aura la cérémonie au palais de l'Élysée, mais il peut y avoir également la remontée des Champs-Élysées, etc. Donc il y a cette acception-là qu'on va retrouver dans la littérature. Et en dépit pourtant de cette opposition qui semble finalement acceptée entre rite et rituel qui est un peu plus large, quand on lit la littérature consacrée aux pratiques rituelles, finalement, les deux termes sont employés de façon indifférente. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on entend par ces pratiques rituelles? Et là, on voit dans la littérature de nouveau deux acceptions. À la fois une acception très large, en gros, qui s'appuie sur la définition profane que nous, on connaît tous au quotidien du rite, c'est-à-dire, finalement, on associe le rite à quelque chose de répétitif. Et donc, les auteurs qui voient une pratique répétitive, qui la labellisent automatiquement comme le rite. Et dans ce cas-là, ça, c'est une acception large. Et puis, il y a ceux qui préfèrent réserver le rite à ces pratiques collectives qui sont particulières, dans un cadre particulier, dans un temps particulier. C'est-à-dire, d'un côté, acception large, vous allez trouver, notamment du côté de certains anthropologues, la question du démaquillage, du conte lu aux enfants le soir. Donc, ces pratiques qui se répètent chaque jour et qui seraient des pratiques rituelles. Et puis de l'autre, vous allez trouver plutôt des politistes qui vont réserver le rite à ces cérémonies qui ont lieu à un moment particulier. Le mariage civil, généralement, n'a pas lieu, ou le mariage religieux n'aura pas lieu le mardi matin ou le mercredi en début d'après-midi. Mais souvent, c'est plutôt le vendredi après-midi et le samedi. Et puis, la cérémonie de naturalisation n'a pas lieu dans les services du bureau des étrangers de la préfecture au guichet, mais dans les salons d'honneur de la préfecture. Donc, ces pratiques collectives qui sortent de l'ordinaire, à la fois du côté du cadre et du côté de l'espace, dans le temps, et qui sont surchargées de sens, qui renvoient à d'autres significations, en tout cas, qui ont des représentations, des investissements forts du côté de ces cérémonies. Pour ma part, c'est cette deuxième acception que j'emploie et sur laquelle je m'appuierai dans mon propos. Et puis peut-être dernier point dans cette introduction, sur cet objet difficilement saisissable. J'ai mentionné la difficulté déjà donc de labelliser, rite politique, rite profane, la difficulté de définir, et puis aussi finalement la difficulté d'une certaine façon de classifier. Une fois qu'on a donné une définition du rite politique, qu'est-ce qu'on saisit avec ces rites politiques? Si on définit le rite politique du coup comme ces pratiques collectives qui sont surchargées de sens et qui sortent de l'ordinaire et qui du coup vont mettre en jeu du politique au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois le politique institutionnel, les élus, etc., mais aussi ça peut être tout simplement des individus qui ne sont pas forcément des élus, qui prennent part à des rites dans lesquels il y a des motivations, des usages, des investissements politiques en termes partisans, de valeurs, etc. Quand on en cherche, à partir de ces définitions, à voir qu'est-ce qu'on saisit, de nouveau, la littérature souvent ne nous aide pas à montrer la diversité justement de ces pratiques rituelles. Je vois par exemple Marc Abélès qui propose de distinguer entre rituels, il parle de rituels pour sa part, consensuels et rituels d'affrontement, qui ne nous permettent pas de saisir toute cette diversité que je viens de vous dire. Je pense à un autre auteur, historien politique en l'occurrence, Serge Bernstein, qui lui a proposé une typologie des rites politiques où en gros il distingue principalement les rites qui concernent la communauté nationale et puis les rites qui concernent les partis politiques. Et au sein de ces rites communauté nationale, il y a ce qu'il appelle les rites d'entrée, donc ça sera la cérémonie de naturalisation, et puis les rites qui marquent l'adhésion de nouveaux adhérents du côté des partis. Mais cette typologie, finalement, de nouveau, ne permet pas d'épuiser, de recenser ces autres pratiques rituelles que j'ai pourtant mentionnées jusqu'à maintenant. Tout ça pour dire, du coup, que pour ma part, je m'appuierai dans mon propos essentiellement sur l'objet qui a été celui de mes recherches, à savoir donc
ces rites au sens restrictif du terme, d'institutions célébrées par les mairies françaises depuis le 19e siècle et qui tournent autour des statuts notamment liés à la parenté, puisque c'est moi la focale que j'avais choisie dans mes recherches doctorales notamment. Alors j'en viens, pour terminer cette introduction, à la commande qui m'a été faite par le patronage laïque et qui m'a proposé un cadrage justement de ce propos qui, moi, m'a stimulé et qui m'a motivé à accepter cette invitation, qui était notamment une invitation, et ça a été répété dans le propos introductif, à finalement réfléchir aux usages, aux fonctions des rites républicains, des rites politiques, notamment, et je reprends le texte que nous avons diffusé sur faire vivre l'idéal républicain, des rites qui sont nés de la volonté de construire un ordre nouveau plus égalitaire, qui sont finalement des fonctions, en quelque sorte en termes de cohésion sociale, des fonctions, dans la littérature, on va quelquefois parler de fonctions intégratrices ou intégratives, ça dépend des auteurs, des fonctions quelquefois socialisatrices du rite, qui sont en fait des fonctions qu'on va souvent trouver dans les représentations qu'on se fait souvent communément admises des rites politiques. Cette idée du rite comme en quelque sorte, qui aurait des vertus pédagogiques ou en tout cas en termes justement de sentiment de cohésion nationale, on la retrouve en effet souvent aussi bien du côté du discours politique que du discours savant. Quand je regarde du côté du discours politique, ce n'est pas une croyance récente. Déjà, quand on lit ce que des Mona Ozouf nous écrivent sur les fêtes révolutionnaires, on voit bien que lorsqu'on met en place ces fêtes révolutionnaires, il y a cette idée que c'est par ces fêtes qu'on va contribuer à la promotion des valeurs de la Révolution, à la cohésion de la communauté nationale. Je pense par exemple en ce qui me concerne, moi, la cérémonie du mariage, justement, sous la Révolution française, qui, justement, doit être le prétexte d'une éducation civique, non seulement des époux, mais finalement des citoyens, de ceux qui prennent part à ces cérémonies. Et notamment dans l'épisode au sein de la Révolution du culte des cadères, qui était un des cultes révolutionnaires, et avec des mariages qui avaient lieu à des jours fixes, on faisait venir les écoliers, justement, parce qu'on prêtait ces vertus pédagogiques au rite. Mais ces représentations communément admises du rite, on ne les retrouve pas évidemment seulement pendant la Révolution française, mais il suffit de lire l'actualité pour voir que dans les discours des politiques, on retrouve encore ces représentations-là. J'en veux pour preuve, par exemple, l'institutionnalisation dans le courant des années 2000. Il y avait des signes avant-coureurs dans les années 90, mais en tout cas, l'institutionnalisation avec une loi qui la met en place, des cérémonies de naturalisation. Avec cette idée, justement, qu'en mettant en place des cérémonies de naturalisation à la préfecture ou éventuellement à la mairie, qui consiste du coup à organiser une cérémonie collective dans le cadre de laquelle on va remettre les ampliations de décrets de naturalisation naturalisés. Je m'explique. Quand on devient naturalisé, en fait, on est naturalisé légalement lorsque le décret de naturalisation est publié au journal officiel. Et un décret de naturalisation comprend une liste, tout un ensemble de noms d'étrangers qui deviennent français. Et c'est par cette publication au journal officiel qu'on devient français légalement. Et puis, la deuxième étape, après, c'est la préfecture qui remet une ampliation du décret de naturalisation, qui individualise en quelque sorte l'acte et qui permet ensuite d'avoir un document officiel qui permet ensuite aux naturalisés de faire ses démarches en termes de papier, etc. Et les cérémonies de naturalisation, c'était l'idée que finalement, on allait cesser de remettre au guichet, dans le cadre justement, dans le temps ordinaire administratif, aux naturalisés leur ampliation de décret de naturalisation, mais qu'au contraire, on allait mettre en place des cérémonies en dehors du cadre administratif qui sortent de l'ordinaire, au cours desquelles on remettrait ces ampliations de décrets de naturalisation. Et quand on regarde les discours qui entourent la justification de la mise en place de ces cérémonies de naturalisation, c'est justement cette idée que ces cérémonies ont une vertu socialisatrice, une vertu pédagogique en termes de promotion des valeurs républicaines. Il y a un autre secteur dans lequel on retrouve cette croyance très fortement, c'est du côté des rites scolaires. Et là, du côté justement de l'école, les politiques portent une attention très particulière justement à la mise en place de pratiques rituelles qui permettent justement la promotion des valeurs républicaines et l'ostentation des symboles républicains. Je pense juste quelques exemples parmi tant d'autres. En 2009, le Haut Conseil à l'intégration publie un rapport intitulé « Faire connaître les valeurs de la République, faire connaître, comprendre et respecter les valeurs et symboles de la République et organiser les modalités d'évaluation de leur connaissance ». Et là, c'est un avis qui est remis par le Haut Conseil
à l'intégration, à l'époque au fameux ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, qui émet dans son rapport la préconisation selon laquelle, davantage qu'un enseignement des symboles, il faut une ostentation, je cite, une ostentation nécessaire des symboles républicains. Cette idée que par l'exposition, par justement la promotion des symboles dans le cadre de pratiques rituelles, eh bien, on atteindrait justement ces objectifs pédagogiques. Autre exemple beaucoup plus récent, au lendemain justement des attentats de janvier 2015, Najat Vallaud-Belkacem annonce dans l'éducation scolaire 11 mesures qui font suite à justement ces attentats. Et parmi ces mesures, il y en a une qui consiste à, je cite, « rétablir l'autorité des maîtres et les rites républicains ». Et là, on retrouve exactement cette même idée où on passe d'un glissement de ce qu'on avait jusque dans les années 90, début des années 2000, d'un apprentissage des symboles. On passe de ce glissement d'un apprentissage des symboles à l'idée qu'il faut célébrer ces symboles. Non, ce n'est pas seulement un apprentissage, mais exposer les élèves à ces symboles, au rite républicain, au rite de la République. Et quand on regarde, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du côté des rites scolaires, eh bien on voit tout un ensemble d'initiatives qui répondent de cette même idée. À la fois des établissements scolaires qui, dans les années passées, il suffit de regarder dans les archives de la presse locale pour voir des cérémonies d'inauguration de la devise sur le fronton d'un établissement scolaire qui a été apposé, ou la mise en place de journées de la laïcité, ou la plantation d'arbres de la liberté, ou aussi le déplacement de classes scolaires aux cérémonies commémoratives, notamment du 11 novembre, avec cette idée justement qu'on retrouve ces vertus socialisatrices en termes d'apprentissage, promotion des valeurs républicaines. Ce n'est pas propre au discours politique. Si on regarde du côté du discours savant, on va trouver, mais plus du côté de l'anthropologie, cette idée qu'en effet, les rites ont une fonction de cohésion, une fonction socialisatrice. Un exemple, Claude Rivière, que je mentionnais un peu plus tôt, va distinguer, lui, 5 fonctions principales des rites politiques. Ces 5 fonctions, c'est la légitimation, notamment des élus politiques qui organisent et célèbrent ces rites, c'est l'intégration, et c'est là le point que je suis en train d'évoquer. Lui, il va parler d'intégration, cette idée de la valeur de cohésion, la hiérarchisation, je reviendrai sur cette idée plus tard, la moralisation et l'exaltation. Vous avez d'autres anthropologues qui ont travaillé sur les rituels politiques. Je pense, c'est du côté anglo-saxon, Catherine Bell, par exemple, qui a travaillé dessus, ou David Kertzer, qui a travaillé aussi en anthropologie politique sur les rites politiques, qui mettent eux aussi l'accent sur le fait que le rite crée un sentiment d'identification et a une fonction d'intégration. J'en viens à la fin de cette longue introduction pour vous dire que mon propos va consister à proposer plus un regard sociologique justement sur ces représentations communément admises et de montrer que quand on pose un regard sociologique et non un regard politique sur cette représentation selon laquelle les rites ont des vertus pédagogiques, socialisatrices, la sociologie nous montre que c'est plus compliqué que ça et qu'il faut, quelquefois, on aura tendance à prêter davantage de poids, davantage d'effet à des rites politiques qu'ils n'en ont effectivement. Et donc mon propos va consister en adoptant donc un regard sociologique, c'est-à-dire un regard qui ne dit pas ce qui doit être, mais qui dit ce qui est simplement et qui n'est pas un regard normatif, va essayer, notamment autour de 2 points, de revenir sur cette question. La première, c'est l'idée selon laquelle le rite met leurs participants à égalité et contribue à la construction d'un ordre plus égalitaire. Ça sera dans une première partie. Et puis dans une autre partie, revenir sur cette idée du rite qui a des vertus pédagogiques, socialisatrices, sur lesquelles j'apporterai quelques nuances à partir d'un regard plutôt sociologique. J'en viens du coup à ma première partie sur cette idée selon laquelle le rite participe à la construction d'un ordre égalitaire. Ça, c'est un discours qu'on va souvent trouver répandu justement du côté du discours politique, cette idée aussi justement d'un brassage, d'une mixité par les pratiques rituelles. Et comme le laisse présager déjà la littérature savante, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, rien que si je rappelle ces 5 fonctions que Claude Rivière attribue au rite. Pour rappel,
la légitimation, l'intégration, la moralisation, l'exaltation et la hiérarchisation. Et quand Claude Rivière parle de hiérarchisation, il rappelle à juste titre que les rites sont aussi là pour justement mettre en forme, mettre en scène un ordre social, un ordre politique. Et que quelquefois, plutôt que justement de gommer les divisions sociales, le rite quelquefois a pour effet justement de les mettre davantage au jour et de les cristalliser. Ce qu'on va voir, c'est, premier exemple, c'est le cas du protocole. Le protocole dont nombre de rites sont indissociables. Le protocole qui permet justement de régir l'ordre des préséances, les comportements au cours des cérémonies républicaines, et qui est l'illustration par excellence, justement, de la mise en forme d'un ordre social et politique qui est en partie inégalitaire. Petit rappel historique, le protocole n'est pas une invention républicaine. Le protocole est hérité de l'Ancien Régime. Les révolutionnaires vont décider en 1790 justement d'abolir le protocole. Et puis le protocole, simplement, l'absence de protocole va créer quelques difficultés, notamment dans les cérémonies diplomatiques qui ont lieu au cours de la Révolution française, après les années 1790, où on réalise, notamment par exemple lors de la question des fameuses remises des lettres de créance, lorsqu'un diplomate, un ambassadeur est nommé dans un pays, il est reçu par le chef d'État et c'est la question de la remise des lettres de créance. Et là, on est handicapé par l'abolition du protocole, parce que le protocole, justement, permettait de savoir qui parlait, quand, qui se plaçait où, et en absence de protocole, on est en difficulté. Donc, la Révolution, en 1795, rétablit un protocole, qui sera désormais un protocole républicain, et puis va ne faire que le confirmer dans les 2 siècles qui suivent. En 1804, il y a un décret du 24 Messidor en 12 sous Bonaparte qui justement va établir une première liste rationnelle des préséances qui vont être codifiées de façon précise et durable, puisque la réforme de ce décret de 1804 n'interviendra qu'en 1907, un siècle plus tard. Et finalement, cette réforme de 1907, un autre décret du 16 juin 1907, qui est relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, finalement va évidemment renverser l'ordre de certaines préséances, mais ne va pas remettre en cause fondamentalement ce protocole qui a vu le jour le siècle précédent. Il est modifié à la marge en 1947 et 1958, et puis une des dernières grandes modifications en date, ce sera 1989, notamment du fait des lois de décentralisation au début des années 1980, qui justement mettent en place des nouveaux pouvoirs locaux qui justement, dans le protocole, justement le décret de 1907 réformé après au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne leur donne pas une importance suffisamment grande eu égard au mécanisme de processus de décentralisation qui a eu lieu dans les années 1980. Donc le protocole n'est pas une invention républicaine, mais est étroitement lié à l'institutionnalisation du régime républicain, et le régime républicain, plus que jamais, s'en est emparé. C'est quoi le protocole ? Le protocole, si je reprends les termes de politistes, de 3 politistes, Olivier Hill, que j'ai mentionné un peu plus tôt à propos de la fête sous la Troisième République, Yves Deslois et Claudine Haroche, eh bien, ils nous disent que le protocole, c'est la mise en forme d'un ordre politique idéal. C'est la mise en forme d'un ordre politique idéal parce que, je les cite, le protocole, c'est d'abord en fait une hiérarchie qui va classer les acteurs et leur prescrit des comportements. Premier élément. Et ensuite, c'est une mise en scène qui invite le spectateur à faire allégeance à ces acteurs dans une proportion adéquate à la dignité qui leur est conférée. Donc, mise en forme d'un ordre politique idéal, et comme le disent les 3 auteurs, parce que le protocole fixe justement la liste des rangs et des préséances, la hiérarchie des fonctions politiques, parce qu'il rappelle à chacun la place qui est la sienne, les gestes qu'il doit accomplir, parce qu'il justifie la distribution du corps dans l'espace politique, parce qu'il règle le mouvement et le rythme des cérémonies, parce qu'il règle, le mouvement et le rythme des cérémonies, le protocole garantit l'expression de l'ordre en politique. Donc, c'est la mise en forme d'un ordre politique. Le protocole crée une distance, un ordre politique idéal, un ordre politique qui se veut harmonieux. Harmonieux parce que
finalement, c'est le miroir, à la fois, c'est le miroir de l'ordre politique qui sert, et en étant le miroir de l'ordre politique qui sert, le protocole, je continue de citer ces trois auteurs, en révèle les valeurs, justement, et les principales conventions. L'étiquette protocolaire va alors offrir une image idéalisée de l'ordre politique, parce qu'elle permet à ce dernier de se donner à voir sur le mode de l'harmonie et organisé, avec l'idée du protocole et qui fait écho justement à cette période troublée entre 1790 et 1794 où il n'y avait plus de protocole qui régissait les cérémonies diplomatiques, où justement il permet d'écarter l'arbitraire et le contingent au cours des cérémonies. Et donc il donne une vision politique idéalisée, mais on voit bien que cette vision politique idéalisée n'est pas forcément une mise en forme d'un ordre égalitaire. Donc ça, c'est le premier élément qui invite à relativiser cette idée selon laquelle le rite républicain est justement créé d'un ordre profondément égalitaire. On le voit que le protocole étroitement adossé aux cérémonies républicaines, justement, a pour objet de mettre en forme un ordre qui, lui, est idéal, harmonieux, mais qui est, pour le coup, inégalitaire. Si on regarde aussi deux autres exemples que je veux mentionner à l'appui de cet argument, c'est la fête des mères. La fête des mères, c'est, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le régime de Vichy qui l'a inventé. Alors le régime de Vichy lui a donné un poids particulier, on a fait une fête nationale, mais la fête des mères est une invention, alors on peut en trouver les prémices déjà avant la Première Guerre mondiale du côté de certaines cérémonies municipales qui visent à distinguer des mères méritantes et à les récompenser, mais c'est surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En fait, en gros, ces cérémonies vont influencer une journée des mères qui a lieu à Lyon en 1918 et qui vise à récompenser des mères méritantes. Et puis cette journée des mères est tellement un succès que le gouvernement français décide à ce moment-là de la dupliquer et d'en faire une journée des mères nationale. Et ce sera en 1920 la journée des mères qui sera justement les débuts, l'institutionnalisation de la fête des mères. Concomitante avec l'invention, parce que c'est étroitement lié, de la médaille de la famille française. Et du coup, qu'est-ce que va être la fête des mères? Ça va être en fait finalement tout un ensemble de célébrations municipales au cours desquelles on va remettre des médailles aux mères de famille jugées les plus méritantes, la médaille de la famille française. Cette fête des mères, elle est intéressante parce que c'est l'illustration d'un rite républicain, justement, qui illustre cette mise en forme d'un ordre inégalitaire. Les fêtes des mères, quand on regarde dans différentes communes comment elles sont célébrées, ça fait partie en fait de ces cérémonies municipales qui ne se contentent pas seulement de réunir les élus qui célèbrent la cérémonie, les impétrants, ceux qui vont changer de statut au cours de la cérémonie, autrement dit, ces femmes qui désormais sortent de la cérémonie en se voyant désignées comme mères de famille particulièrement méritantes, éventuellement leur entourage. Ça, c'est des cérémonies qu'on va retrouver du côté du mariage civil, où on va retrouver cette configuration d'acteurs. La fête des mères, à contrario, fait partie de ces cérémonies où on trouve ces acteurs, plus tout un ensemble de notables locaux, qui sont invités à prendre part à ces cérémonies de la fête des mères, qui sont l'illustration de tous ces rites, notamment qui consistent à remettre des médailles de façon plus générale, qui consiste justement à inviter les notables locaux. Et jusque dans les années 80, d'ailleurs, on verra l'importance de cette invitation des notables locaux dans la presse locale qui, très souvent, à la fin des articles relatant ces cérémonies, a un encart qui se contente de mentionner toutes les huiles locales qui étaient présentes à la cérémonie d'un point de vue descriptif. Et là, quand on regarde du côté de la fête des mères, eh bien, on voit bien que finalement, on a une mise en forme justement d'un ordre social et politique inégalitaire. Si on regarde les listes des invités, alors j'ai travaillé par exemple sur deux mairies en particulier, Nice d'un côté et Bobigny, qui étaient du coup deux municipalités justement diamétralement opposées et qui étaient deux cas en quelque sorte extrêmes. Et quand on s'amuse à regarder la liste de ces notables locaux qui sont invités à prendre part aux cérémonies, on voit que finalement, ils ont tous, ni plus ni moins, à peu près les mêmes caractéristiques ou les mêmes propriétés sociales. Généralement, ce sont des hommes, plutôt quinquagénaires, voire sexagénaires, qui exercent des responsabilités importantes, qui sont à la tête d'institutions publiques locales. Si j'employais un vocabulaire sociologique bourdieusien, je dirais qu'ils sont fortement dotés en capital économique, culturel, sociaux. Donc on voit bien le profil de ces notables locaux qui sont invités. Et puis si on regarde du côté des mères
honorées, justement. Les mères de famille qui se voient remettre la médaille de la famille française, alors il n'y a pas d'étude historique ni sociologique qui a été menée avec précision sur un échantillon suffisamment large qui permette justement de savoir les propriétés sociales. Mais quand on regarde, il y a quelques études dans certaines municipalités qui suggèrent le profil de ces mères. Pour ma part, par exemple, j'ai pu avoir accès aux dossiers, notamment des enquêtes sociales que les assistantes sociales dans les Alpes-Maritimes ont mené sur les mères candidates puis médaillées de la famille française qui vont tous dans le même sens, qu'on a affaire justement à des mères de famille qui ont des propriétés sociales, des caractéristiques généralement opposées aux notables locaux. C'est généralement des femmes de milieux modestes qui généralement n'exercent pas d'activité professionnelle, qui sont faiblement dotées en capitaux, si je reprends de nouveau la sociologie bourdieusienne. Je pense notamment à une sociologue, Sophia Lamry, qui s'est intéressée notamment à Boulogne-Billancourt et qui dit que finalement, je la cite, il y avait aussi la variable justement de l'immigration et que c'était nombre de femmes algériennes justement à Boulogne-Billancourt qui étaient honorées de la médaille de la famille française. Alors, une condition pour la médaille de la famille française, c'est avoir la nationalité française. Donc c'était de 45 à 62 du temps où l'Algérie faisait partie de la France. Précision qui a son importance puisque la conditionnalité de la nationalité fait partie de la médaille de la famille française. Les familles algériennes de Boulogne-Billancourt, je cite Sophia Lamry, concernées par la médaille de la famille, appartenaient toutes à cette fraction non qualifiée de la classe ouvrière où, il est vrai, les familles nombreuses sont surreprésentées. Et du coup, il suffit de regarder après les coupures de la presse locale, et notamment les photos qui sont prises de ces cérémonies. On voit bien que finalement, ces cérémonies sont la reproduction à petite échelle d'un ordre social local, d'un ordre social et d'un ordre politique local, et ne font finalement que confirmer ce qu'on va lire dans la littérature en anthropologie ou en sciences politiques, selon lesquels les rites sont, je cite par exemple un sociologue, Philippe Rivutor, qui dit que ce sont des mises en scène du pouvoir politique qui s'apparentent toujours à des mises en ordre ou des remises en ordre. Et donc, on voit bien qu'on a affaire justement à la mise en forme d'un ordre inégalitaire. Ça, c'est la deuxième illustration après le protocole, la fête des mères. Et puis, il y a un autre exemple par la négative que je trouve très intéressant, c'est le cas de Bobigny et la fête des femmes à Bobigny. Bobigny, justement, fait partie de ces communes qui vont libéraliser la fête des mères, et puis à partir des années 80, la fête des mères, peu à peu, ça se fait progressivement, va glisser et va devenir une fête des femmes, jusqu'à finalement être déplacée du mois de mai où a lieu la fête des mères au mois de mars pour coïncider avec la Journée internationale des droits de la femme. Et ce qui est intéressant du côté de Bobigny, c'est que du côté des élus politiques, il y a la volonté justement de faire un rite qui est une mise en forme d'un ordre égalitaire entre hommes et femmes. Avec cette idée, justement, et en 1985, la municipalité introduit à ses yeux une innovation, c'est que désormais, les hommes n'auront pas le droit de prendre part à la fête des femmes célébrée chaque année, à une exception près, c'est eux qui assureront le service du côté de la cérémonie. Alors, je cite un exemple, c'est un compte-rendu justement de préparation de la réunion. Compte tenu du caractère spécifiquement féminin du 8 mars, donc là, la fête des mères est devenue une fête des femmes, la réception et tout ce qui en découle, plonge, etc., sera assurée par des hommes, donc des employés communaux qui se portent volontaires. Mais en fait, ce qui est intéressant, et la sociologie nous le dit aussi, toutes ces pratiques, en sociologie, on va parler des pratiques d'inversion, de renversement hiérarchique. Et l'exemple par excellence, c'est le carnaval, souvent, qui justement fait partie de séries d'inversion où on renverse l'ordre social, où on joue la fiction d'un ordre qui devient désormais égalitaire. A contrario, finalement, ces rites d'inversion, in fine, ont pour effet, au contraire, de contribuer à renforcer, à mettre en évidence le fait que l'ordre social et politique sur lequel s'appuie le rite est profondément inégalitaire à la base. Et donc, le message du rite qui vise à mettre en évidence, en forme, un ordre égalitaire, à contrario, est là, finalement, pour rappeler que s'il veut mettre en forme un ordre égalitaire, c'est parce qu'il reflète par ailleurs, il révèle un ordre qui est profondément inégalitaire. Donc ça, c'est
l'idée, j'en viens à la fin de ma première partie, sur cette idée que relativiser cette représentation communément admise selon laquelle le rite contribue à créer un ordre égalitaire. Et finalement, quand on regarde du côté de propos plus théoriques sur le rite dans la sociologie, on en trouve la confirmation, notamment quand il s'agit de dire que le rite, je pense notamment à un sociologue comme Philippe Brault, qui dit que le rite contribue à asseoir des hiérarchies, à souligner les différences d'autorité et de rang, dire qui est au centre de l'ordre social, au moins idéalement. Alors j'en viens à ma deuxième partie, la question des vertus socialisatrices du rite. Cette idée selon laquelle, pour le dire de façon peut-être un peu triviale, il suffirait de mettre des écoliers devant un lever de drapeau, de leur faire écouter la Marseillaise pour en faire des bons républicains. Je le dis de manière volontairement provoque et triviale. Ce qu'on peut voir, c'est justement tout un ensemble d'éléments qui invitent à nuancer, relativiser cette idée selon laquelle le rite a des vertus socialisatrices. Premier élément, déjà, qu'est-ce qu'on entend par socialisation? Peut-être s'accorder sur la définition de la socialisation. Je renvoie notamment à cette définition qu'on va trouver du côté de la sociologie, quelqu'un comme Muriel Darmon, qui s'est imposé ces dernières années comme spécialiste de la socialisation, qui rappelle que la socialisation, c'est un processus continu par lequel les structures du monde social sont intériorisées. Dans une sociologie bourdieusienne, on dirait incorporée. Et il s'agit du coup donc d'un processus d'intériorisation de dispositions. L'idée avec cette définition de la socialisation, c'est qu'on a affaire à un processus qui est un processus au long cours, qui est un processus qui produit des effets par une exposition intensive, répétée, au long cours, et qui, justement, cette incorporation de dispositions se fait sur un travail de longue haleine par soit des instances familiales, scolaires du côté de la socialisation primaire, ou éventuellement professionnelles, militantes, plus tard du côté de la socialisation secondaire, pour citer que ces quelques exemples. Quand on regarde du côté de la littérature qui essaie de s'interroger du coup pas sur les fonctions socialisatrices du rite, parce que quelquefois, là, quand je dis que la littérature en anthropologie parle de cette fonction socialisatrice, c'est finalement souvent davantage postulé que démontré. Si j'essaie de regarder du côté de la socialisation, de la sociologie de la socialisation, qui s'intéresse aux événements politiques, et le rite, finalement, fait partie de cette catégorie des événements politiques. On a tout un volet de la sociologie qui invite à nuancer les effets socialisateurs des événements politiques, ou qui en tout cas rappellent que c'est toujours plus compliqué que cela. Alors certes, il y a par exemple mai 68, qui a été étudié par une sociologue comme Julie Pagis, qui montre là que l'événement politique a des effets socialisateurs. Mais là, on ne parle pas d'une cérémonie qui dure 1 heure. On parle d'un événement politique sur plusieurs mois, voire des conséquences en termes de militantisme qui en découlent sur les années qui suivent, et qui permettent d'expliquer justement pourquoi il y a un processus de socialisation qui se produit par justement ce processus continu, long, répété. Si je regarde du côté d'un auteur que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, Olivier Hill, je vous en ai parlé pour la fête républicaine notamment et le protocole, il a écrit un article sur justement la question des événements politiques et socialisation. Et là, événements politiques, ceux qui ont une temporalité plus courte que celui que je viens d'évoquer avec l'exemple de mai 68. Et bien, ce que montre Olivier Hill, c'est que l'événement à lui seul n'explique pas des processus de socialisation, des effets socialisateurs. Que l'événement, ça dépend de toute une configuration, ça dépend du fait que l'individu éventuellement est en contact avec des proches, des intermédiaires qui vont aussi jouer ce rôle socialisateur en commentant, en parlant de l'événement, etc. Et puis, il rappelle que la seule exposition brève à un événement ne suffit pas à faire justement, à créer des effets, des résultats de socialisation. Il montre en outre que du côté de l'événement politique, ça dépend aussi des dispositions des individus. C'est-à-dire il y a des individus en fonction de leur socialisation familiale, de leur socialisation politique, qui sont peut-être davantage enclins, ou on dirait disposés en termes sociologiques, à justement être, à incorporer des valeurs républicaines dans le cas qui nous intéresse, que d'autres individus. Donc c'est toujours plus compliqué, et tout ça pour dire que la seule exposition à une cérémonie d'1 heure, une cérémonie de naturalisation, ne suffit pas à faire que les individus qui en sortent seront socialisés aux valeurs républicaines, ressortiront socialisés à ces valeurs républicaines.
D'autres éléments nous invitent aussi à relativiser cette idée-là. Le premier, c'est, outre cette idée donc, que la socialisation des événements politiques est un processus compliqué, c'est le fait aussi que les rites sont profondément polysémiques. Et que quand on parle des rites qui contribuent à une promotion des valeurs républicaines, il y a un peu cette idée, le présupposé selon lesquels le message transmis par les rites serait parfaitement intelligible et serait parfaitement clair. Et quand on regarde nombre de rites, on voit, et c'est d'ailleurs l'inconvénient, mais l'avantage du rite, c'est ce qui en fait justement le caractère, c'est une profonde polysémie des messages qu'il transmet. Prenons un exemple, cette polysémie, on va la trouver aussi bien du côté des acteurs qui élaborent les rites que des acteurs qui les mettent en œuvre. Un exemple, les cérémonies de naturalisation dont je vous ai parlé et qui ont vu le jour, qui ont été institutionnalisées dans les années 2000 et qui justement ont pour effet justement de promouvoir les valeurs républicaines. Quand je regarde ceux qui élaborent la cérémonie, eh bien, ils transmettent un message polysémique avec d'un côté des circulaires qui vont définir les contours justement de ce qu'on appellerait les figures d'exemplarité morale au cœur de ces rites. C'est-à-dire que le rite d'institution institue quelqu'un dans un statut et un rôle, et on lui demande de se conformer à un modèle, à une figure d'exemplarité morale. Et quand on regarde comment les pouvoirs publics définissent ces figures d'exemplarité morale, on voit quelquefois qu'il y a des contradictions et que le message n'est pas parfaitement clair. Si je regarde du côté des circulaires, je ne vais pas avoir la même figure d'exemplarité morale du bon citoyen naturalisé que ce que j'entends dans la vidéo intitulée « Devenir français », qui a été diffusée par le ministère et qui a demandé aux préfectures de la diffuser au cours des cérémonies de naturalisation. Cette vidéo, notamment, qui a pour but de définir c'est quoi les droits, les devoirs d'un citoyen français, va mettre par exemple en avant comme premier devoir du citoyen français celui de la défense de la patrie. Cet élément-là, on ne le retrouve pas dans les circulaires. Pourtant, c'est censé être la même administration qui diffuse le même discours et qui est censée proposer la même cérémonie. Alors après, le sociologue ou l'historien va dans les archives et découvre l'explication. L'explication, c'est que pour faire cette vidéo, on a décidé de s'appuyer sur les compétences du ministère de la Défense qui a des compétences particulières en termes justement de communication ou de propagande, en tout cas de production de vidéos, et qui du coup s'est vu chargé de la réalisation de cette vidéo, et qui du coup avait un poids particulier dans les négociations entre le ministère à l'époque de l'immigration et de l'identité nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Défense, qui avait du coup un poids particulier pour imposer que la défense de la patrie figure comme premier devoir du citoyen. Mais les circulaires, elles, qui sont établies par le ministère à l'époque de l'immigration et de l'identité nationale, ne vont pas mettre l'accent là-dessus. Donc on voit polysémie du rite du côté de ceux qui les élaborent. Polysémie du rite du côté de ceux qui les mettent en œuvre, les acteurs politiques locaux qui les mettent en œuvre. Et quand je regarde, prenons l'exemple de nouveau des cérémonies de naturalisation. Les cérémonies de naturalisation, les dispositions légales autorisent les mairies à demander à organiser elles-mêmes leur propre cérémonie de naturalisation et que ce soit non pas la préfecture, mais elles-mêmes qui remettent l'ampliation de décrets de naturalisation à leurs naturalisés. Quelquefois, quand les préfectures refusent, parce que les préfectures peuvent le refuser, ça n'empêche pas les mairies de prendre l'initiative d'organiser des cérémonies de naturalisation qui viennent en doublon de la cérémonie organisée à la préfecture. Quand vous allez en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, eh bien, quand vous écoutez le discours du préfet de Seine-Saint-Denis, et quand vous écoutez ensuite le discours à l'époque de la maire Catherine Page des cérémonies de naturalisation qu'elle conduisait, eh bien, ce n'est pas la même figure d'exemplarité morale qu'on va retrouver au cours de ces cérémonies de naturalisation. De même, quand je regarde du côté de ces fameuses cérémonies dites de citoyenneté qui consistent à remettre les cartes d'électeurs aux jeunes qui accèdent à la majorité civile, il y a des circulaires avec des modèles de textes, etc. Quand je regarde où j'écoute les discours de Catherine Page, l'ancienne mairesse de Bobigny, je ne retrouve pas la même figure d'exemplarité morale que celle dans les circulaires. Donc on voit bien polysémie du rite. Je pourrais prendre un autre exemple, la fête des mères. La fête des mères, la médaille de la famille française, et notamment les conditions d'éligibilité à la médaille de la famille française, dessinent en creux la figure d'exemplarité morale de la mère méritante. Mère de famille nombreuse, mère française, etc. Mais ce que je vois, c'est qu'après, dans les célébrations municipales, il y a des réinterprétations de cette figure d'exemplarité morale. Et il y a aussi des mairies qui décident de mettre en place leur propre distinction honorifique qui vient en complément de la médaille de la famille française, souvent pour récompenser les maires qui n'auraient pas été récompensés par la médaille de la famille française. Nice, par exemple. Nice met en place le prix de la ville de Nice en faveur des familles nombreuses,
dans l'entre-deux-guerres, qui est en quelque sorte la déclinaison locale de la médaille de la famille française. Mais quand je regarde en revanche les conditions d'éligibilité au prix de la ville de Nice en faveur des familles nombreuses, je n'ai pas la même figure d'exemplarité morale de la mère qui se dessine. C'est notamment l'âge ne va pas être le même et va être davantage valoriser la mère de famille méritante parce qu'elle a une famille nombreuse et parce qu'elle est jeune, là où la mère de la famille française, médaillée de la famille française, est méritante parce que à la fin d'une carrière maternelle, elle a eu nombre d'enfants. On voit bien polysémie du rite également à travers cet exemple justement des mises en œuvre locales des cérémonies décidées au plan national. Donc, pour rappeler, premier point de cette deuxième partie, c'est plus compliqué que ça la question de la socialisation par les événements politiques. De surcroît, les messages de promotion des valeurs républicaines sont des messages souvent polysémiques, de par les acteurs qui les élaborent et de ceux qui les mettent en œuvre. Et puis, troisième point, ça serait oublier aussi que les rites politiques, les rites républicains, auxquels les citoyens ordinaires prennent part, ne s'imposent pas, entre guillemets, verticalement. Le message de ces rites ne s'impose pas verticalement et brutalement aux citoyens qui y prennent part. Il y a toute la question des usages et des réappropriations que les acteurs, les participants de ces rites en font. J'en veux un exemple, par exemple, c'est le baptême républicain ou le baptême civil. Pour rappel, baptême républicain ou baptême civil, pareil, qui a une histoire méconnue. De même que la fête des mères, on s'imagine que c'est une origine vichiste, de même, le baptême républicain, on s'imagine que c'est une origine révolutionnaire. Alors que, en fait, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'on appelle baptême civique sous la Révolution, en fait, ce sont juste des baptêmes catholiques au cours desquels les parrains prêtent un serment civique. Donc, rien à voir avec les baptêmes dits républicains de nos jours. Les baptêmes républicains de nos jours ont plus leur origine dans les contre-rituels que les mouvements socialistes et libre-penseurs de la fin du 19e siècle mettent en place. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, il y a floraison de nombre de municipalités communistes. Et dans ce cas-là, avec la complicité des sociétés locales de la libre-pensée, ces mairies communistes vont décider de mettre en place des baptêmes civils inspirés des libres penseurs. Et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la cérémonie va se diffuser, va se dépolitiser à partir des années 80 et devenir la cérémonie qu'on connaît aujourd'hui. Alors pour ceux qui ignoreraient ce que c'est, parce que c'est une cérémonie qui n'est pas forcément connue de tous, vous prenez un mariage civil. À la place des mariés, vous mettez les parents. À la place des témoins, vous mettez les parrains. Et c'est exactement le même déroulement qu'un mariage civil. Le maire fait un petit discours. Il s'agit de signer un certificat. Il y a un consentement des parents et des parrains pour être parrain de l'enfant. Et la cérémonie se déroule de la même manière à peu près en une quinzaine de minutes. Quand je regarde du côté du baptême républicain, le baptême républicain n'a pas d'assises légales normatives. Il n'y a pas un texte de loi qui fixe, qui donne une assise normative à la cérémonie. Mais en dépit de cette absence d'assises normatives, il y a quand même un discours officiel. C'est-à-dire que la cérémonie est laissée à la discrétion des maires. Les maires peuvent décider ou pas, à la demande de leurs administrés, de célébrer un baptême républicain. Mais ils ont le droit aussi de le refuser puisqu'il n'y a pas d'assises normatives. En dépit de cela, il y a quand même un discours officiel qui entoure la pratique. Parce que quand nombre d'administrés, au moment où la pratique commence à se diffuser de bouche à oreille à la fin des années 70, vont voir leur maire à la fin des années 70 pour dire « est-ce que c'est possible de célébrer un baptême républicain ?» Souvent, des maires se retrouvent complètement désemparés, se retournent vers les préfets ou les procureurs pour dire « qu'est-ce que je fais ?» Et à ce moment-là, ça remonte jusqu'à l'administration centrale qui est bien obligée de formuler quand même une réponse officielle et se positionner par rapport à cette pratique. Donc il y a quand même un discours officiel. Et ce discours officiel, c'est faire entrer l'enfant dans la communauté républicaine. Avec cette idée que c'est une manière d'apprendre justement les valeurs républicaines, notamment aux nouveau-nés qui deviennent les filleuls de leurs parrains. Et quand on regarde 20 ans plus tard, dans les années 2000, il y a 2-3 tentatives justement de codifier la pratique. Il y a des propositions de loi qui voient le jour, et il y en a même une qui a été très près d'aboutir, puisque ça a été un cavalier législatif de la loi égalité et citoyenneté qui a été censuré en janvier 2017 par le Conseil constitutionnel. Mais si le Conseil constitutionnel n'avait pas censuré ce cavalier législatif, le baptême républicain, depuis 2 mois, serait désormais une pratique avec une assise normative. Et quand on regarde les justifications des parlementaires pour codifier, institutionnaliser le baptême républicain, on retrouve toujours ce même discours, faire entrer l'enfant dans la communauté nationale, le sensibiliser aux valeurs, etc. etc. Ça, c'est du côté officiel.
Mais ce qu'il faut voir, c'est les usages et réappropriations de la cérémonie. Quand je rencontre des enquêtés qui ont recours au baptême républicain, est-ce que je retrouve ce référent républicain? Est-ce que je retrouve cette justification d'avoir recours au baptême républicain parce que c'est faire entrer l'enfant dans la communauté nationale, l'éduquer sous les valeurs de la République, etc. Eh bien, pour une grande partie des parents que j'ai rencontrés, ce n'est pas le cas. En gros, ce que je montre dans mes recherches, c'est qu'il y a deux idéotypes principaux de parents. Pour le dire de manière un peu rapide, un peu triviale, vous avez les bobos parisiens, CSP+, etc., qui, eux, vont avoir ce discours de faire entrer l'enfant dans la communauté républicaine, nationale, etc., qui sont des individus avec un haut niveau d'éducation, qui exercent des professions intellectuelles et culturelles du supérieur, qui vont avoir ce discours-là. Mais quand je rencontre à l'opposé des individus qui sont faiblement politisés, qui sont plus des classes moyennes, voire des classes populaires, avec un faible niveau d'éducation, je ne retrouve pas du tout le discours faire entrer l'enfant dans la communauté nationale. Le discours que je retrouve, ce sont des individus qui ont été socialisés dans un milieu catholique, pour qui le parrainage va de soi. Quand on a un enfant, on donne un parrain et une marraine à son enfant, qui néanmoins ne sont plus croyants ni pratiquants, et qui du coup voient une autre institution concurrente de l'Église qui offre le même service baptismal avec un moindre coût, et qui ont recours à cette institution-là, et parce que ce qui leur importe, c'est de donner un parrain et une marraine au cas où il leur arriverait quelque chose. Et d'ailleurs, ces parents-là vont davantage parler de baptême civil que de baptême républicain. Et donc, on ne retrouve pas ce référent. Donc, de nouveau, c'est mon troisième argument dans cette deuxième partie, c'est de mettre en perspective avec les usages et réappropriations. Il y a la promotion des valeurs républicaines, mais il ne faut pas oublier, évidemment, que ces cérémonies sont polysémiques du côté du haut, mais par le bas, il y a des usages et réappropriations qui ne sont pas toujours conformes, justement, aux représentations que les pouvoirs publics ont voulu donner de ces pratiques rituelles. En conclusion, parce que l'heure avance et j'arrive presque à la fin de mon heure. En conclusion, je voudrais apporter une nuance à ma nuance. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que finalement les rites républicains seraient une coquille vide, que ça ne servira à rien et que ça serait en quelque sorte juste du spectacle qui n'apporterait rien d'autre qu'une mise en scène du politique. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est juste simplement de dire qu'il ne faut pas surestimer la fonction socialisatrice du rite. Et pour le répéter de manière triviale, il ne suffit pas d'exposer quelqu'un 6 minutes à la Marseillaise ou à un drapeau bleu, blanc, rouge pour en faire un bon républicain. C'est pas ça. Le rite n'a pas ses fonctions socialisatrices quand il dure, quand il est une exposition de faible intensité et de faible durée. Pour autant, quand j'assiste à une cérémonie de naturalisation et que je rencontre des enquêtés à l'issue de cette cérémonie de naturalisation, eh bien, je retrouve pourtant ce discours des valeurs républicaines. Quand je les interroge sur pourquoi ils ont voulu devenir français, quel est leur sentiment vis-à-vis de cette cérémonie, ils me ressortent ce discours. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est produit par ce rite. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est le rite, c'est une pratique qui vient en bout de chaîne de tout un ensemble d'autres processus de socialisation, et que ces individus, ces naturalisés qui vont tenir le discours républicain, ils ne le tiennent pas parce qu'ils sont passés par les mailles ils sont passés entre les griffes d'une pratique, d'une cérémonie de 20 minutes qui leur a enseigné, qui leur a transmis la question des valeurs républicaines, mais parce que simplement cette cérémonie vient ponctuer tout un ensemble, tout un processus de socialisation politique qui justement les a socialisés à ces valeurs républicaines. Et plus que de socialisation, l'accent qu'il faut peut-être mettre, la notion qui nous intéresse, c'est celle que je mentionnais un peu plus tôt, c'est celle d'institution. Et c'est là la fonction des rites. La fonction d'institution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'issue de la cérémonie, le rite a permis que les impétrants changent les représentations qu'ils se font d'eux-mêmes. Et le rite permet aussi que les proches de ces impétrants changent les représentations qu'ils se font de leurs proches. Pour le dire différemment, cet étranger qui arrive à la cérémonie de naturalisation, et je rappelle, mais souvent, lui-même n'en a pas conscience. Il n'est d'ailleurs pas étranger quand il arrive à la cérémonie de naturalisation, puisque, rappelez-vous, on devient français à partir du moment où le décret de naturalisation a été publié au journal officiel. Donc ça arrive avant la cérémonie de naturalisation. Donc ils sont déjà français. Mais dans leur représentation, ils arrivent, ils sont encore étrangers. Et là, ils ressortent de la cérémonie, ils sont français. Donc
les représentations qu'ils se font d'eux-mêmes ont changé. Et les représentations que leurs proches se feront d'eux-mêmes changeront. Ils ne sont plus étrangers, ils sont désormais français. Et c'est ça, ces rites ne sont pas une coquille vide, ils sont une institution. Et en fait, cette institution, par ailleurs, ne peut pas marcher s'il n'y a pas des processus de socialisation qui la précèdent. C'est-à-dire que l'individu qui ressort d'une cérémonie de naturalisation change les représentations qu'il se fait de lui-même, mais il les change aussi parce que, par ailleurs, il y a un processus de socialisation politique qui lui permet ensuite justement de changer, d'adopter ces nouvelles représentations. Et à contrario, ce processus de socialisation politique ne pourrait pas non plus, cette institution, il faut cette institution par ailleurs pour que les processus de socialisation produisent leurs effets. Donc on voit bien cette question de la socialisation, elle est plus appréhendée comme le rite est un maillon en fin de chaîne, ou pas en fin de chaîne, parce que la socialisation est un processus continu, et la socialisation politique va continuer au-delà de la cérémonie. Mais ce n'est pas un moment ou le moment de socialisation, mais un moment parmi d'autres. Mais c'est un moment, pour le dire en des termes non sociologiques, d'un déclic, d'une institution, et c'est ça en quoi le rite n'est pas une coquille vide. Cette institution, et je terminerai sur ce dernier point, si on regarde les cérémonies, en fait, on voit bien que les rites sont un instrument de conduite des gouvernés, et quand on regarde les différentes séquences qui composent ces rites d'institution, on va comprendre comment, justement, cette institution, ce changement des représentations va pouvoir se faire. Point important, le discours du célébrant. C'est un des points importants dans un rite d'institution. Le discours du célébrant, il a deux fonctions. La première fonction, c'est une fonction en quelque sorte normative ou descriptive. Il va consister justement à brosser le portrait de ce citoyen exemplaire qu'on attend du naturalisé, de la mère de famille méritante, etc. etc. Mais ce n'est pas seulement un discours normatif, descriptif, c'est un discours performatif, nous diraient les linguistes. C'est-à-dire que l'acte se produit au moment où il est énoncé. Le performatif, c'est dire la séance est ouverte, et par le simple fait d'avoir dit la séance est ouverte, la séance est en effet ouverte. Et bien là, on a un discours performatif. C'est en disant vous êtes français que l'étranger devient français. Mais ce n'est pas la seule séquence, ce n'est pas la seule technique de gouvernement des conduites qu'on observe au cours des rites d'institution. Il y a tout un ensemble d'autres séquences. Je pense des séquences qui s'apparentent en quelque sorte à des pratiques contractualistes, en quelque sorte, qui consistent à signer. La signature, par exemple, qu'on va retrouver dans le mariage civil, qu'on va retrouver dans le baptême civil, mais qu'on va retrouver aussi dans des cérémonies de naturalisation. Je me suis toujours amusé de voir certaines préfectures qui faisaient exprès de faire signer, lors de la remise de l'ampliation de décret de naturalisation, une liste de présence outre la liste d'appels à l'arrivée des futurs naturalisés, ou qui l'étaient déjà, mais de faire signer au moment de la remise de l'ampliation de décret de naturalisation au cours de la cérémonie, au naturalisé, le fait qu'il avait reçu son ampliation de décret de naturalisation. Avec des fonctionnaires qui me confirmaient que cette liste ne servait strictement à rien, qu'ils s'en moquaient après d'avoir cette liste de signatures, mais que ça engageait quand même l'individu. Puis il y a aussi toutes ces autres séquences qui consistent en quelque sorte à rappeler ce que Pierre Bourdieu, dans son article justement sur les rites d'institution, appelait les rappels à l'ordre, les futurs rappels à l'ordre. Ces rappels à l'ordre, c'est le fait de délivrer un certificat de mariage qui est une trace de la cérémonie et qui est un futur rappel à l'ordre justement de ce rôle et de ce statut auquel on est invité à se conformer. C'est le dossier qu'est-ce qu'un Français qu'on remet aux naturalisés lors des cérémonies de naturalisation. Et puis c'est en quelque sorte, d'une certaine façon, l'équivalent des pratiques de mutilation corporelle qu'on voit dans les rites d'initiation, que les anthropologues se sont fait fort de décrire du côté des sociétés dites traditionnelles. On en retrouve d'une certaine façon un équivalent lorsqu'il s'agit d'épingler une médaille, lorsqu'il s'agit justement de l'injonction à l'échange des alliances au cours du mariage civil. Ça ne fait pas rien dans le code civil ne prévoit qu'il y ait un échange des alliances. Pourtant, la plupart des mairies ont des dispositifs qui incitent, qui prescrivent justement cet échange des alliances. On a ces séquences qui justement sont qui permettent ces futurs rappels à l'ordre. Pour finir et pour conclure, donc ce n'est pas une coquille vide, il faut juste savoir ce qu'on y cherche, et peut-être que c'est ailleurs qu'on va trouver justement ces éléments-là qui permettent de comprendre les rites républicains, mais on voit bien qu'il y a, et je terminerai avec les mots de Pierre Bourdieu empruntés notamment à l'anthropologie, il y a un pouvoir magique
du rite, qu'on voit bien et que j'ai essayé de démontrer notamment dans ma conclusion. Je vous remercie de votre attention.